Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser au rayonnement cosmique. On va voir ce qui provoque les aurores polaires et où les observer. On verra ensuite s'il y a des dangers ou non au rayonnement cosmique divers et variés auquel on est soumis. Bien, donc pour comprendre le principe, on va faire un petit rappel en fait sur ce qui a été fait déjà au lycée. Vous avez tous entendu parler de lampes à décharge. Ces fameuses lampes constituées donc d'une ampoule ici qui va contenir un gaz particulier. On a deux électrodes, une ici et une ici, qui ont la capacité de générer, lorsqu'elles sont soumises à une tension haute, une décharge. Et donc cette décharge va provoquer en fait le rayonnement du gaz, puisqu'il va se mettre à chauffer très très fort. On avait vu que ce chauffage provoquait en fait, cette excitation provoquait la possibilité pour les électrons de changer de niveau énergétique en absorbant de l'énergie, puis en se désexcitant, était capable de restituer cette énergie sous forme de photons, donc dont la longueur d'onde correspondait par exemple à la longueur d'onde visible. Voilà pour le petit rappel. Alors évidemment, il ne s'agit pas du même principe de fonctionnement. On peut voir ici des aurores boréales, on imagine mal des électrodes géantes en train de générer des arcs électriques. Donc bien sûr, l'excitation des hautes couches de l'atmosphère vont se faire par un autre biais, qu'on va voir tout de suite. Pour bien comprendre tout ça, on va devoir comprendre un petit peu le fonctionnement du Soleil. Alors très brièvement, vous avez déjà vu, notamment en SVT, que le Soleil fonctionnait par fusion de noyaux d'hydrogène, qui pouvaient fusionner, émettre des noyaux d'hélium et générer énormément d'énergie. Donc il se met à briller très fort, et de temps en temps, on peut voir ce qu'on appelle une éruption solaire, que vous êtes en train de voir sur la vidéo. Et cette éruption solaire va provoquer un flux de particules qui va arriver à proximité de la Terre. Et en fait, en arrivant, on voit que ce flux est dévié par une force protectrice qu'on va étudier, en partie en tout cas dévié, puisque certaines particules arrivent à rester emprisonnées à proximité des pôles, ce qui va générer la formation de ces aurores polaires. Cette force protectrice qui nous protège des bombardements du Soleil, c'est ce qu'on appelle la magnétosphère. Il est généré en fait par le champ magnétique terrestre, que vous avez étudié l'année dernière. On avait vu donc que la Terre pouvait être assimilée à un aimant droit, qui générait donc des lignes de champ. Et ces lignes de champ magnétiques nous protègent des bombardements du Soleil. Voilà une autre vue modélisée mathématiquement du champ magnétique terrestre. Et voilà à quoi il ressemblerait sans déformation extérieure. On aurait un champ qui entoure bien la Terre et qui la protège bien comme il faut. Bien protégé, tout est relatif. Regardez cette éruption solaire. Elle envoie un flux de particules en mouvement très rapide qui génère son propre champ magnétique. Du coup, ça va déformer le champ magnétique terrestre et quand ça va se rapprocher, ça va carrément briser certaines de ces lignes de champ. Ces lignes de champ vont donc se rabattre vers le côté arrière, ce qu'on appelle le côté nuit de la Terre, et ce qui va former une espèce de goutte protectrice. Mais quand ces lignes de champ vont se recroiser, elles vont enfermer des particules qui vont venir s'accumuler au niveau des pôles. Et c'est ces particules, qui sont des protons et des électrons, qui viennent s'accumuler au niveau des pôles, qui vont générer ce que l'on appelle communément les aurores polaires. Alors les couleurs perçues lors de ces aurores polaires vont dépendre des molécules que vont rencontrer les particules quand elles vont arriver. En fonction de la densité de l'air, on va plutôt avoir du dioxygène, du diazote ou de l'hélium et de l'hydrogène. Le dioxygène et le diazote vont plutôt donner une dominante verte, alors que l'hélium et l'hydrogène, par exemple, vont plutôt donner une dominante bleue et violette. Donc voilà pourquoi il y a plusieurs couleurs et parfois en même temps, parce que ces molécules peuvent agir entre elles aussi, pour offrir d'autres couleurs aux spectateurs. Alors, je sais que c'est beau, mais il faut avoir conscience d'une chose, c'est que ces rayonnements sont quand même dangereux. Regardez ça, c'est le satellite SOHO qui a filmé en fait des éruptions solaires. Donc le cache que vous voyez ici, il a été mis, en fait, il y a le soleil pile poil derrière, il a été mis pour mieux apprécier les éruptions, sinon c'était trop lumineux. Et donc, vous voyez, voilà, ça c'est ça que je voulais vous montrer, les éruptions solaires qui projettent plein de particules. Donc, si quelqu'un avait été dans le satellite à ce moment-là, il serait mort, soyons clairs. Donc, ça provoquerait des modifications dans son corps, dans son sang. Et donc, il mourrait quasiment instantanément, je pense. Donc voilà, juste pour que vous ayez conscience un petit peu des choses. Donc, heureusement, on a le champ magnétique terrestre qui nous protège. Même si certaines particules arrivent à revenir, on est quand même relativement protégé. Et on va voir dans quelle mesure. Alors, on vient de voir effectivement que plein de particules pouvaient nous parvenir du Soleil.
Mais il y a des particules qu'on voit, et moi je peux pas m'empêcher de me demander s'il n'y a pas des particules qu'on ne voit pas, ou même des rayonnements invisibles qui pourraient éventuellement être nocifs pour nous. Alors bon, on va essayer de se regarder une petite vidéo là pour voir si on peut se rassurer et dormir ce soir. Une partie de l'énergie qu'il émet se propage dans l'espace sous forme de lumière visible bien sûr, mais également d'ondes radio, d'infrarouge, d'ultraviolet, de rayons X et même de rayons gamma lors d'éruptions solaires violentes. En fait, le Soleil émet des radiations dans toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique, radiations qui voyagent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi les 200 milliards que compte notre galaxie qui, toutes, émettent entre autres des rayonnements. Les clichés pris par les satellites nous montrent un ciel foisonnant de rayonnements électromagnétiques. Ils nous font même découvrir des sources extrêmement intenses de rayons X et de rayons gamma qui surviennent dans l'univers lors d'événements violents, comme par exemple les explosions de supernovas. C'est donc une pluie de rayonnements qui atteint la Terre. Atteint? Pas tout à fait. Et heureusement, car une grande majorité des rayons est arrêtée, absorbée par les divers composants de l'atmosphère. Une partie des infrarouges par la vapeur d'eau, une partie des ultraviolets par la couche d'ozone, les rayons X et les rayons gamma par l'oxygène. Il a fallu attendre les années 1960 et le début de la conquête spatiale pour comprendre que l'atmosphère joue le rôle d'un écran efficace contre les rayons X et les rayons gamma. Un écran qui participe à notre radioprotection. Ouf, bah je sais pas vous, mais moi je suis bien rassuré. Allez, on peut continuer. Alors, on récapitule sur déjà le rayonnement. Qu'est-ce qu'un rayonnement? En fait, il s'agit d'un mode de transmission d'énergie par émission d'ondes ou de particules. C'est ce que nous a dit la vidéo. Nous, on s'est intéressé à la formation des aurores boréales. On a vu qu'il y avait le flux de particules qui provoquait l'éclairage en fait des hautes atmosphères, si on peut dire. Et ensuite, donc un rayonnement électromagnétique, donc sous forme de photons, qui nous provenaient du Soleil par exemple, et qui nous proviennent d'un peu partout dans l'univers. Donc on va distinguer ces deux grands types de rayonnement. D'abord les flux de particules, donc que ce soit des électrons, des protons ou des ions, etc. Et on a aussi les ondes électromagnétiques. Donc je rappelle la grande gamme d'ondes électromagnétiques ici. Alors celle que vous avez à connaître, vous, c'est entre 400 et 800 nanomètres pour le visible. Ça, normalement, vous le connaissez depuis la seconde. Bon. Et je rappelle brièvement, donc une photo prise en rayon X, donc du Soleil, ici. Le Soleil émet aussi des UV, voilà une vue en UV, en visible, donc voilà, en infrarouge et en ondes radio. Donc l'intérêt pour nous en fait de photographier que ce soit l'univers ou le Soleil dans des gammes différentes, c'est pour comprendre le fonctionnement du Soleil. C'est-à-dire qu'au même moment, par exemple dans le cas d'une éruption solaire, on arrive à mieux comprendre qu'est-ce qui est éjecté puisqu'on va photographier avec des longueurs d'onde différentes. Donc on va pouvoir savoir s'il y a du gamma qui est envoyé, des protons ou je ne sais quoi d'autre. Encore faut-il savoir avec quoi prendre ces photos. Vous vous doutez bien que c'est pas avec votre téléphone portable que vous allez prendre en UV le Soleil en photo. Hein. Bon, donc on a vu tout à l'heure dans la vidéo que le taux de pénétration des différentes ondes électromagnétiques n'était pas le même. Les ondes radio, par exemple, ici, ont un taux de pénétration très fort, ce qui va permettre d'utiliser en fait des télescopes terrestres, bon, quand même assez balèzes, hein, pour capter ce genre d'image. Donc ça, c'est la Voie lactée, hein, prise avec ce type de télescope. Oui. Les micro-ondes, alors les micro-ondes, elles se situent ici, hein, entre les ondes radio et les infrarouges. Donc ceux-là, on va plutôt utiliser des satellites hein, pour prendre des photos. Et on va pouvoir capter, par exemple, des nuages de gaz dans une galaxie proche. Qu'est-ce qu'on a encore? Le visible, bien sûr, avec des télescopes, on arrive très bien à voir certaines choses. Voilà le type d'image que vous pourriez avoir. Et moi, j'ai une bonne expérience avec Monsieur Guyot, le prof d'SVT. Eh bien, il m'avait convié à une observation en fait, qu'il avait faite sur le front de mer. Et il m'avait permis de voir carrément Saturne. Et j'avais pu voir, grâce à lui et à Monsieur Roy, j'ai pu voir les anneaux de Saturne dans un télescope. Donc assez mémorable, c'était sympa. Qu'est-ce qu'on a encore? Les rayons gamma. Alors les rayons gamma, on peut les voir avec ce genre de gros télescopes. Là, on arrive à capter ce genre d'image. C'est pour capter les supernovas dans des galaxies très éloignées. On arrive quand même, malgré le faible taux de pénétration, à avoir des images sympas.
Voilà pour les différents capteurs. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que à chaque longueur d'onde, on va avoir des capteurs qui sont optimisés pour les capter, quoi. Alors, évidemment, faut avoir à l'esprit aussi que selon les ondes qu'on veut observer, il sera plus judicieux, soit par exemple pour les ondes radio de rester sur Terre, c'est ce qui coûtera le moins cher, ou alors pour par exemple les ultraviolets, utiliser un capteur sur un satellite. Voilà. Alors, pour les particules maintenant, on a vu que certains types de particules pouvaient être détectés à l'œil nu, directement. Là, on peut voir aussi un détecteur de muons. Alors les muons, ils nous arrivent sur Terre, donc entre autres par l'intermédiaire du Soleil. On verra comment dans un exercice en classe ensemble. Ça simplement, voilà une chambre à vapeur, ça s'appelle, dans laquelle on met en fait de l'éthanol refroidi très fortement. Et en fait, il y a quand même une saturation en éthanol à l'intérieur. Donc dès qu'il y a une particule qui va rentrer en collision avec l'éthanol, eh bien ça va provoquer sa condensation. Ce qui va permettre donc de détecter l'arrivée de ces particules. Donc là, voilà le type d'image qu'on pourrait voir. Je vous laisse apprécier un instant. À noter que vous pouvez vous aussi fabriquer un détecteur de particules. Par contre, il faut un système pour refroidir très fortement l'éthanol, donc comme de la carboglace ou alors de l'azote liquide, encore mieux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.